que pour la première fois l'après-midi, alors qu'on était en avance depuis le début, nous avons 1 minute de retard. Donc ça va, c'est pas très grave. Et on va revenir à cette posture finalement de chef de projet, de porteur de projet, parce qu'on va s'intéresser à la Legal Tech Séraphin Légal, et on va donner la parole à Maude, Maude Gillet, qui, si tu le veux bien, te présenter à nous et nous expliquer finalement ton statut de chef de projet d'innovation, direction juridique dans cette Legal Tech. Et quel est le contenu? Ah, j'ai perdu Jean-François. Mais oui, bonjour à tous, je m'appelle Maude et merci beaucoup à l'incubateur de m'avoir proposé de participer cet après-midi. Donc, comme Jean-François le disait, je suis chef de projet Legal Tech chez Séraphin Légal depuis à peu près 2 ans. Et donc, avant de vous parler un peu plus de ce que je fais chez Séraphin et ce que c'est qu'être chef de projet Legal Tech, je vais vite fait revenir sur ce que j'ai fait avant. Moi, j'ai étudié à Sciences Po et j'ai fait un peu de droit en parallèle. Et à la suite de ça, j'ai passé le barreau. Et donc, pendant mes études de droit, de barreau, j'ai fait plein de stages à la fois dans des entreprises, donc des grandes, dans les services juridiques de grandes entreprises, des plus petites, en juridiction et en cabinet d'avocat, évidemment. Et à chaque fois, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai fait. J'aime beaucoup le droit, évidemment, et j'ai toujours bien aimé développer le raisonnement juridique. Enfin, surtout, la logique juridique me plaît beaucoup. Et pourtant, à chaque fois, dans chacun des stages, j'avais un peu l'impression que quelque chose me manquait enfin, en fait, ou qu'il y avait un peu un truc en trop, au contraire. Et c'était le fait qu'il y avait des tâches que je trouvais très répétitives et qui revenaient un petit peu trop dans chacun des stages que j'ai fait. En fait, je pense que j'aime bien aller vite dans les choses. Je suis assez flemmarde et donc il y a des trucs que je trouvais un peu pesants. Typiquement, des tâches comme la copie de documents, les vrais trucs de stagiaire au début en tout cas, le remplissage d'une trame en plein d'exemplaires. Je me souviens, en fait, quand j'y repense maintenant, je me souviens surtout d'un truc que j'ai eu à faire pendant assez longtemps et qui avait un peu déterminé mon choix de ne pas finalement être en cabinet d'avocat. C'était une augmentation de capital sur laquelle j'avais dû travailler pendant des semaines et des semaines. Et en fait, mon rôle à ce moment-là, et le rôle même de l'associé avec qui je travaillais, donc c'était pas juste parce que j'étais une stagiaire et que je devais faire ça, mais il y avait un énorme tableau Excel, des énormes documents à remplir, et en fait, on passait notre temps à remettre le tableur Excel à jour et redisperser les données dans les différents documents, donc le PV, les bulletins de souscription, et puis dès qu'une donnée changeait, on devait tout remettre à jour. En fait, c'était absurde presque comme situation. On recevait des coups de fil tout le temps, des mails, les infos étaient super dispersées. Donc, c'était ni intéressant ni très intelligent comme travail. Et pourtant, ça nous prenait beaucoup de temps. Et je me souviens à ce moment-là m'être dit que vraiment, il devait y avoir une meilleure solution pour faire tout ça. Mais j'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. C'était pas il y a si longtemps pourtant, mais j'étais pas super geek. Enfin, je connaissais pas énormément tous les systèmes informatiques. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. J'ai quand même passé le barreau. Et par contre, après l'avoir eu, je me suis dit que c'était un peu l'occasion de prendre une pause dans mes études de droit et avant d'entrer dans la vie active, de faire un tour justement du côté du code. Et donc là, j'ai fait des études, un bootcamp, ça s'appelle. Donc c'est une formation assez intensive en programmation informatique. C'est le wagon, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, on apprend pendant quelques semaines, vraiment de façon très intensive, la programmation d'un Oui, c'est site les écoles du internet. numérique, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, on apprend, le grand pitch, c'est d'apprendre à faire un site très classique, donc genre Airbnb ou Deliveroo. Mais dans le fond, ce qu'on apprend vraiment, c'est comment on construit un produit, donc vraiment de l'idée à comment on donne cœur au produit, et puis les bases de plusieurs langages informatiques, et de façon générale, la logique de la programmation. Et ça, j'ai vraiment, vraiment adoré. En fait, on retrouve un tout petit peu quand même le côté logique du droit dans la programmation. Et enfin, vraiment, j'ai énormément aimé. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est allé assez vite. J'avais un peu l'idée encore de peut-être devenir avocate en me codant mes petits logiciels. Et de fil en aiguille, je ne suis pas redevenue avocate, mais je suis entrée chez Séraphin Légal, qui justement, enfin, j'en ai entendu parler à ce moment-là, et justement créer des logiciels dont j'aurais rêvé alors quand j'étais en train de faire mon augmentation de capital pour Ave, où je devais passer des heures et des heures à prendre des données et à les mettre dans des documents.
Et donc voilà, pour finir sur mon parcours, je suis arrivée chez Séraphin, où en tant que chef de projet, justement, aujourd'hui, j'aide à développer des logiciels qui mettent la technologie au service du droit et de la pratique juridique de façon générale. Et donc pour enchaîner plus précisément sur ce qu'est être chef de projet et ce que je fais aujourd'hui chez Séraphin, donc je pense que la legal tech, c'est la définition de la legal tech est assez claire pour tout le monde ici, mais en gros c'est l'idée de mettre la technologie au service des juristes et de l'accès au droit, de diverses formes. Et nous, chez Séraphin, on prend ça, cette mise au service de la technologie pour le droit s'incarne surtout dans le développement d'outils numériques, donc de logiciels qui sont pour les juristes. Il y a deux logiciels assez standards, donc, que l'on peut utiliser comme ça, un pour le contract management et un pour modéliser un raisonnement juridique et poser des questions à un utilisateur qui y répond. Donc comme ça, on l'emmène de fil en aiguille vers une réponse de plus en plus précise. Ça, c'est des logiciels standards. Et puis de l'autre côté, on fait pas mal aussi de logiciels sur mesure où on prend une problématique juridique qui nous est soumise, une problématique métier, et on crée un logiciel qui répond à cette problématique métier. Et donc c'est là qu'en tant que chef de projet, moi j'interviens principalement. Concrètement, en fait, ce sont nos clients qui sont des professionnels du droit ou des juristes en entreprise ou en association qui viennent nous faire part de leurs idées, de leurs besoins. Souvent, c'est un processus qu'ils veulent améliorer, typiquement une tâche récurrente comme par exemple la rédaction d'un type de contrat ou les relations avec leurs partenaires, leurs fournisseurs qu'ils veulent disons, digitaliser ou améliorer de façon générale. Et donc juste à ce moment-là, pour relier avec le thème d'actualité et l'introduction de Jean-François au début, qui est comment notre activité a évolué ces derniers mois, nous, on n'a pas spécialement souffert on se sent assez porté en ce moment justement par on sent que tout le monde avait un peu en germe une volonté de digitaliser, de rendre le travail plus facile à distance en tout cas, et avec des interlocuteurs qui n'ont pas accès au même moment aux mêmes informations. Donc là, ces idées qui étaient en germe depuis quelques années sont en ce moment en train de se concrétiser. Donc c'est plutôt une bonne période pour nous. Et donc en tant que chef de projet, notre enjeu est un peu double. C'est à la fois de proposer une solution innovante qui réponde aux objectifs que le client nous a donnés. Donc ça peut être le gain de temps, souvent c'est ça, la sécurité juridique, une plus grande visibilité sur les données qu'il a ou une plus grande maîtrise de ces données. Donc ça, c'est évidemment de trouver une solution innovante et bien faite, mais aussi de s'assurer que l'outil sera utilisé. Et ça, c'est un truc qu'on rencontre souvent où on est assez tenté quand on travaille dans la tech d'imaginer les solutions les plus perfectionnées avec des algorithmes super, super compliqués, des fonctionnalités de ouf qui permettraient de faire de l'analyse croisée avec une intelligence artificielle, de générer des contrats très compliqués. Et à la fin, on se rend compte que tout ce qu'on a fait, c'est pas très utile. Et dans le fond, le juriste, il aurait presque souhaité qu'on lui fasse juste un petit module de génération de contrats. Ça lui aurait beaucoup plus servi. Et donc, il y a toujours cette dualité quand on construit les outils de réflexion entre ce que la technologie permet de faire et ce qu'on a envie de faire en fait, pour aller le plus loin possible, et en même temps ce qu'il faut vraiment et ce qui va servir aux juristes. Et donc, il y a toute une première grande étape qui est super importante dans ce qu'on fait en tant que chef de projet, c'est la conception de l'outil. Et cette conception passe évidemment par la compréhension du processus métier dans lequel on va intégrer l'outil. Et donc ça passe par une prise de besoin, donc beaucoup d'écoute du client et puis un petit peu de conseil. En fait, on oriente le client quand même puisqu'on a on a déjà développé des applications dans des secteurs à chaque fois assez similaires. Donc on peut avoir des conseils sur telle ou telle technologie, telle ou telle façon de faire. Ça, c'est une phase qu'on appelle le co-design. Et de ce co-design, donc cette écoute, ce conseil, un petit peu on discute avec le client du projet. De ce co-design, il y a deux choses qui émergent. C'est d'une part le cahier des charges et d'autre part la maquette. Donc, très concrètement, le cahier des charges, on décrit super précisément ce à quoi va ressembler l'application, on décrit toutes les fonctionnalités, les différents utilisateurs.
Et la maquette, là, c'est la partie assez marrante. On dessine l'application avec un logiciel particulier. On place les différents blocs et on choisit les couleurs, on choisit le logo, le texte et on crée plein de dessins qui s'enchaînent et qui ressemblent au site. Et donc, ça permet de visualiser ce à quoi le site ressemblera à la fin. Et en fait, il faut bien s'assurer que le cahier des charges et la maquette se répondent tout le temps, puisque l'un est le pendant de l'autre. L'un est verbalisé et l'autre est graphique. Mais donc voilà, en tant que chef de projet, on fait ces deux éléments que l'on valide avec le client. Et donc cette étape, ce qui est cool, c'est que ça mobilise à la fois les connaissances juridiques, puisqu'on doit se plonger dans le processus métier du client, et nos clients sont des juristes, et en même temps les compétences numériques, puisque en fait, on conçoit une application informatique, un outil informatique. Donc, il faut qu'on ait les bons réflexes en termes d'usage des bases de données, de différents appels à des solutions externes, même de ce qui se fait en matière de programmation web ou non web. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu tous des nouveaux sujets qu'on découvre complètement en arrivant dans ce milieu-là, mais qui sont super intéressants. Et donc, une fois que cette étape de conception est terminée, on passe à la deuxième étape, qui est le développement informatique en tant que tel. Et donc là aussi, en tant que chef de projet, c'est vraiment la casquette numérique qui prend le dessus, et on va suivre le travail des développeurs avec ce qu'on appelle la méthode agile. Je ne sais pas si tout le monde est on en entend beaucoup parler, c'est très utilisé. L'idée, c'est vraiment qu'on va éviter d'avoir un effet de tunnel, et on va toujours fonctionner petite brique par petite brique. Donc, on va développer un petit bout, la tester, la faire valider par l'équipe, le client. Une fois que c'est validé, on construit la petite brique par-dessus. Et donc, c'est pour éviter de dire, OK, rendez-vous dans 3 mois, tout sera valide, tout sera développé. Et puis, en fait, on s'est un peu planté au milieu, et donc, il faut tout refaire. Donc, voilà, en tant que chef de projet, l'idée, c'est vraiment de toujours mettre des balises le plus fréquemment possible pour valider en continu ce qui est fait. Et voilà, mon rôle de chef de projet s'arrête à peu près là, sauf si, donc, une fois qu'on a fini le développement, on remet l'application au client. Ça, c'est ce qui s'appelle la livraison, le passage en production. Assez souvent, il y a des petites remarques, et donc on corrige quelques trucs. Et puis, c'est assez fréquent qu'après le passage en production, le client souhaite ajouter des fonctionnalités ou en modifier certaines à la suite de l'usage qui a été fait, à la suite des retours qui ont été faits par les utilisateurs. Et ça, c'est un point assez important pour s'il y en a parmi vous qui veulent développer, qui ont des idées d'applications, qui veulent développer des trucs, de toujours commencer assez petit autour de la fonctionnalité centrale et d'aller tester cette fonctionnalité, et ensuite de construire les briques qui sont moins centrales, mais qui vous paraissent évidemment au début tout à fait indispensables, et vous auriez envie de tout faire dès le début. Mais en fait, c'est plutôt une mauvaise idée. Ça fait se tromper, ça fait perdre du temps, de l'argent. Donc, et nous, c'est aussi notre travail en tant que chef de projet d'identifier le cœur d'une application, de commencer par ça. Et ensuite, ce sera beaucoup plus facile de la faire évoluer dans un sens ou dans l'autre, une fois que les utilisateurs auront mis les mains dessus et auront dit « Ah, mais je pensais que j'ai une idée, ça pourrait plutôt faire ça ou faire ça ». Et tout le monde a un peu des idées différentes de ce à quoi on s'attendait au début. Voilà, je pense que j'ai terminé sur cette partie de description de mon métier de chef de projet. Oui, merci Maud. Non, mais on se rend compte encore, on n'a pas continué après avec le principe de l'itération, avec peut-être la V2, la V3, etc. et l'évolution. Mais voilà, on se rend compte déjà du pas de côté que certains font, juristes, chef de projet. Moi, ça me fascine, parce que je pense que j'aurais été ni bon en droit ni en développement informatique. Donc, mélanger les deux, mais finalement, ça a du sens, parce que ça permet de répondre surtout à des usages. Et voilà. Et c'est un beau témoignage pour nous dire, en fait, c'est vraiment ce genre de personnalité-là et de compétences-là dont on a besoin quand on veut se lancer dans l'innovation dite vraiment tech, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Maud.